L'Algérie, la perle du Maghreb. La troisième puissance économique africaine traverse actuellement l'une des plus longues crises politiques et économiques de son histoire. Malgré les milliards rapportés chaque année par la vente du pétrole et du gaz, le pays ne se relève pas de 4 mandats d'une politique économique dirigiste sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika et de sa dépendance aux énergies fossiles. Son peuple, plus divisé que jamais, doit faire face seul aux catastrophes naturelles, à l'augmentation du prix des produits de base, à l'absence d'infrastructures et de services de l'État et à la lente mais inexorable dégradation de l'économie du pays. Pourtant, l'Algérie est un pays qui regorge de richesses. Aujourd'hui, nous partons pour les gorges du Rumel, sur lesquelles se tient l'antique capitale de la Numidie, Constantine. Nous passerons par les dunes brûlantes et changeantes du Sahara pour plonger dans les ruelles étroites de la Casbah d'Alger. Mais pas pour y faire du tourisme. Que s'est-il passé? Pourquoi l'économie algérienne se trouve-t-elle aujourd'hui au bord du gouffre? Comment vivent les Algériens en 2021 et y a-t-il des solutions pour sortir le pays de la crise? Voici un résumé de la situation. Et avant le décollage, si vous voulez soutenir notre chaîne pour toujours plus d'actualités et d'analyses, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre fil Telegram. Rendez-vous dans le descriptif pour le lien et bienvenue sur Money Radar. L'Algérie a bien changé depuis la création de l'ancien royaume de Numidie qui fédérait les tribus berbères 2 siècles avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, la majorité des 43 millions d'habitants sont rassemblés autour des grandes villes comme la capitale Alger, ou Oran, Constantine, Tizi Ouzou ou Annaba, toutes situées dans une bande côtière longue de près de 1200 km et qui suit quasiment les frontières historiques. On l'appelle le Tell. C'est un territoire fertile composé de forêts, de maquis et de terres agricoles bordées au sud par plusieurs chaînes montagneuses, dont le Haut Atlas et l'Atlas saharien. Juste derrière s'étend un désert dont les formations rocheuses exceptionnelles, les regs, et les légendaires dunes de sable, les ergs, dessinent un paysage de science-fiction. Le désert du Sahara s'étale sur plus de 90% de la surface du pays, jusqu'aux frontières du sud. Plus de 3 600 000 habitants s'accommodent de son climat sec et de ses températures torrides. Il fait aussi partie des richesses du pays que les Algériens et les Européens, pendant un temps, ont tenté de domestiquer et d'exploiter. Une autre des richesses de l'Algérie, c'est sa situation géographique aux portes de l'Europe. Elle constitue un point de passage incontournable pour les marchandises venues de toute l'Afrique à destination du vieux continent. Ainsi, des villes comptant des dizaines de milliers d'habitants ont-elles poussé en plein cœur du désert, traçant les routes commerciales et favorisant les échanges. La Tauride In Salah, la cité historique de Gardaïa ou encore Tamanrasset sont de véritables métropoles des sables, situées sur les principaux axes routiers et ferrés du pays et qui disposent de services administratifs, de commerce et d'industrie. Les industries en question sont essentiellement dérivées de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, qui représentent aujourd'hui près de 90% des exportations du pays. Ensuite, ce sont les mines qui extraient quantité de fer, de plomb, de phosphate, d'uranium, de zinc et de charbon. La ville de Gardaïa abrite aussi des usines textiles et sert de point de centralisation aux exploitations de matériaux de construction situés dans les environs, comme du granulat, du ciment, du plâtre ou des agrégats, tandis qu'In Salah abrite un puits de pétrole. Le secteur industriel algérien repose essentiellement sur l'exploitation des hydrocarbures et représente 37% du PIB selon les données du FMI. À côté, le secteur des services emploie 59% de la population active. Enfin, l'agriculture occupe une part réduite de l'activité économique, mais le pays produit une bonne partie des agrumes, des olives, du tabac, du liège et des dattes que l'on retrouve sur les marchés européens et nord-africains. On y cultive aussi des céréales, avoine, orge et blé, et le pays dispose de réserves suffisantes pour faire face à une éventuelle baisse de production. L'Algérie est aussi une terre d'histoire. Elle abrite de nombreux monuments et sites culturels comme le cimetière des rois de Tougourt, les vieilles villes de Gardaïa, de Melika ou le site romain de Djemila. Autant de merveilles archéologiques classées au patrimoine mondial de l'humanité, auxquelles on accède en traversant des paysages à couper le souffle sous un soleil brûlant. L'Algérie est en réalité un pays riche, riche de ses ressources, de ses habitants, de ses traditions, de sa physionomie et de sa situation. Selon la Banque mondiale, en parité de pouvoir d'achat, son PIB de 117 milliards de dollars en 2019 faisait d'elle la 56e puissance mondiale devant la Belgique, la Suède et même Hong Kong, et la 3e économie africaine. Et pourtant, elle ne va pas bien. Car derrière les apparences se cache une réalité dramatique. Si l'Algérie est riche, les Algériens, eux, restent désespérément pauvres. Et la crise sanitaire n'a rien arrangé à la situation dans un pays qui souffrait déjà de l'impact d'une crise politique et sociale qui n'en finit pas et de la corruption qui règne dans les hautes sphères.
Ajoutez à cela un système financier déséquilibré et mal adapté, et vous obtenez un cocktail empoisonné qui empêche le pays d'adopter une économie de marché et d'attirer les investisseurs depuis des années. Sur les 20 banques actives dans le pays, seules 6 banques publiques dominent, des banques publiques qui souffrent elles aussi de crédits qu'elles ont massivement accordés à l'État algérien, mais qui ne leur rapportent rien. Depuis des années, le pays verse dans la dépression et les Algériens, plus que jamais divisés, descendent régulièrement crier leur colère dans les rues en espérant se faire entendre d'un gouvernement que rien ne semble décider à changer. Et pour bien comprendre comment l'Algérie en est arrivée là, il est nécessaire de revenir quelques années en arrière. À la fin de la guerre d'Algérie et de la colonisation française en 1962, le pays est épuisé. Il sort victorieux de près de 8 ans de guérilla entre le peuple algérien, rassemblé dans l'Armée de libération nationale et encadré par le FLN, le Front de libération nationale, et les forces armées françaises. Les familles pleurent plus d'1,5 million de morts et portent encore les cicatrices de décennies d'inégalités politiques et sociales qui ont poussé les Algériens à la révolte. Depuis, le pays est devenu une démocratie constitutionnelle multipartite, avec à sa tête un président et un parlement élu. Pourtant, depuis 1962, rien n'a vraiment changé. Le FLN dirige toujours les opérations, et ce en dépit d'une loi de libéralisation électorale publiée en 1997, autorisant notamment la création de véritables partis politiques d'opposition. La figure de proue du FLN, c'est Abdelaziz Bouteflika. Ou plutôt, c'était. Abdelaziz Bouteflika a dirigé l'Algérie pendant 20 ans, de 1999 à 2019. C'était un combattant de l'Armée nationale de libération pendant la guerre, un ancien ministre du Tourisme, puis des Affaires étrangères dans les années 60 et 70, avant d'être forcé de s'exiler pour échapper à des accusations de détournement de fonds. Un événement qui lui vaudra d'être exclu de son propre parti. Puis il revient à la fin de la guerre civile contre les armées islamistes et est élu président de la République algérienne démocratique et populaire, un poste qu'il occupera tant que ses forces le lui permettront. Personnage controversé aux méthodes radicales et aux principes obsolètes et rigides, il représente ce que la population algérienne, et notamment les jeunes, appelle l'ancien système, et n'a jamais réussi à unifier ou fédérer les peuples d'Algérie. En 2001, il n'hésite pas à réprimer sévèrement les émeutes en Kabylie, une décision qui coûtera la vie à 126 personnes et blessera des milliers d'autres. Selon l'ONG Transparency International, pendant 20 ans, Abdelaziz Bouteflika va laisser l'Algérie devenir le pays le plus corrompu du monde. L'argent du pétrole et du gaz qui afflue dans le pays ne profite qu'à quelques-uns. L'économiste Lassen Hachi déclarait déjà en 2011 que la corruption et les malversations avaient atteint des sommets si effarants qu'elles compromettaient le développement économique du pays. Dans une interview à Reuters, il citait l'exemple d'un ensemble de 1600 contrats qui ont ensemble fait l'objet de plus de 530 millions de dollars de commissions versées à d'obscurs intermédiaires, l'équivalent de 0,25% du PIB de l'époque. Quand le président Bouteflika, dont la santé se dégrade visiblement depuis des années, a annoncé sa candidature pour un 5e mandat début 2019, la colère des Algériens a éclaté jusqu'à ce qu'il cède enfin sa place. Son successeur, Abdelmajid Tebboune, prend officiellement ses fonctions le 19 décembre 2019, élu avec 58% des voix des 39% d'électeurs seulement qui se sont déplacés aux urnes. Depuis, la situation économique ne s'est toujours pas améliorée. Le PIB par habitant diminue d'année en année et le climat social est toujours tendu et les effets de la crise sanitaire enveniment la situation. Le PIB a encore fondu de 6% en 2020 et ne devrait rebondir que faiblement en 2021, à peine 2,9% selon les prévisions du FMI. Pendant la crise, les entreprises algériennes ont en moyenne perdu 50% de leur chiffre d'affaires habituel, jusqu'à 90% dans certains services comme les transports ou la manufacture textile. L'économie algérienne est trop peu diversifiée et totalement dépendante des prix du pétrole et du gaz, deux énergies fossiles dont les perspectives à moyen terme sont limitées. Bien qu'elle ait obtenu de nouveaux contrats avec l'Europe pour la livraison du gaz, les programmes de transition énergétique mis en place dans les pays clients de l'Algérie actuellement laissent craindre une baisse inévitable de cette manne financière de l'ordre de 45% d'ici à 2025. Quant au prix du pétrole, il est actuellement suspendu à l'évolution de l'épidémie. Mais le baril ne cesse de baisser depuis 2014. De 106 $, il est passé à 84 $ il y a 4 ans et se négocie autour de 69 $ aujourd'hui. Le chômage aussi frappe fort, officiellement 14,2% de la population active. En réalité, ce sont les jeunes et les femmes, mal formés et mal orientés, qui sont le plus touchés par ce fléau, autour de 40% selon des sources non officielles. Le revenu moyen s'établit à 285 € par an et la population souffre du manque d'infrastructures et de logements décents. Les investissements de l'État se concentrent sur les secteurs pétroliers et gaziers, un pari sans réel avenir et qui ne change rien au quotidien des populations.
Selon le FMI, bien que la couverture du réseau électrique soit totale, seul un Algérien sur 100 dispose d'un ordinateur et 15% de la population a accès à Internet. Pour comparer, en France, c'est 80 ordinateurs pour 100 habitants, dont 90% se connectent au net. L'automobile est hors de portée de la plupart des Algériens et les transports coûtent très cher. Un billet d'avion entre Alger et Tamanrasset, à 1600 km au sud de la capitale, coûte le même prix qu'un vol pour Paris, et les Algériens se désolent de ne pas pouvoir visiter et profiter des splendeurs de leur propre pays. Avec toutes les merveilles naturelles et archéologiques situées sur le territoire, l'industrie du tourisme devrait être florissante. Pourtant, les agences de voyage sont unanimes. Avec à peine 4000 vrais touristes par an, le secteur est clairement sous-exploité, et ce n'est pas le seul. Enfin, la demande intérieure s'effondre depuis 2014 et l'inflation de 4,9% en 2021 contribue à entretenir la tension du climat social, notamment en ce qui concerne les produits de première nécessité. Cette hausse des prix est d'autant plus inquiétante qu'elle ne s'arrêtera pas en 2022 puisque le FMI prévoit encore 6% de hausse l'année prochaine. Alors, y a-t-il un espoir pour le pays ? Avec 189 000 cas et moins de 5 000 décès depuis le début de la pandémie, le virus n'a pas eu d'impact direct important sur la population. En revanche, la récession économique mondiale a durement pénalisé l'économie du pays déjà au bord du gouffre et son destin repose aujourd'hui sur un ambitieux plan de relance économique estimé à 133 milliards de dollars. Annoncé en octobre 2020 par le gouvernement Tebboune, il rassemble près de 755 actions à mener entre 2020 et 2024 pour sortir le pays de la crise et, je cite, « stabiliser les fondamentaux de l'économie algérienne, rattraper les pertes subies en 2020 et atténuer le déséquilibre des comptes de l'État ». Parmi ces actions et ces mesures urgentes, diminuer la part des hydrocarbures dans le PIB de 20%, diversifier les activités et créer de nouveaux débouchés, prendre enfin le virage du numérique et favoriser le développement des startups, encourager le tourisme, communiquer dans le monde sur les actions publiques de l'Algérie, etc. Les objectifs du plan de relance sont les suivants. Stabiliser l'économie après les 2 chocs pétroliers de 2014 et de 2020, effacer un déficit budgétaire qui représente 33,7%, soit plus d'un tiers du PIB hors pétrole du pays. Pour comparer, en France, c'est 9,2% en 2020 et 3,2% avant l'impact du Covid. Entamer la transition écologique et la décarbonation de l'économie en investissant notamment sur les énergies vertes ou encore, avec près de 1600 km de côte méditerranéenne, les industries bleues. Mettre en place un système financier moderne et ouvert au reste du monde qui doit favoriser la reprise de l'épargne intérieure tout en attirant des capitaux extérieurs. Et enfin, établir un véritable cadre institutionnel pour concevoir, adapter et suivre les réformes, dont un institut d'études économiques et statistiques, un équivalent de notre INSEE. La mise en place du plan passe avant tout par un contrôle rigoureux des dépenses publiques et du budget annuel de l'État. Simplifier les démarches administratives, améliorer l'accès des agents économiques au financement et à la construction de logements, favoriser l'inclusion des femmes au travail, former sa jeunesse aux métiers de demain, stimuler l'activité du privé et bien sûr, lutter contre la corruption qui gangrène le pays font eux aussi partie des missions du gouvernement. Selon les prévisions du FMI, si la totalité des mesures annoncées étaient mises en place, le taux de croissance moyen devrait s'établir à 5% par an à partir de 2023 et le déficit budgétaire serait réduit à 22% du PIB hors pétrole. Cela permettrait en outre de stabiliser l'inflation autour de 2% et d'abaisser le chômage. Pourtant, aussi beau soit-il sur le papier, le nouveau programme de relance ne remporte pas tous les suffrages. Tout d'abord, la question se pose de son financement. Estimé à 133 milliards de dollars, le pays cherche encore comment financer un delta de 60 milliards de dollars et toutes les sources de financement ne lui sont pas accessibles comme l'épargne interne sur laquelle il ne peut pas compter. Jusqu'en 2019, l'Algérie avait la chance de ne pas être surendettée, mais avec la crise sanitaire et le choc pétrolier, plus la baisse des recettes fiscales et des revenus d'activité de tous ses agents économiques, celle-ci vient de bondir de 53 à 63,3% et elle devrait atteindre 74% en 2022. Ces retards dans l'obtention des financements sont aussi source d'allongement des délais. Selon un bilan dressé par le journal El Watan, 10 mois après l'annonce des mesures, seules 279 des 755 actions ont été mises en place et selon les économistes du FMI, il y a urgence. L'Algérie n'a plus le temps. Elle doit absolument se moderniser et se réformer en profondeur maintenant, tant administrativement que socialement, pour pouvoir espérer remporter l'adhésion et peut-être rassembler les peuples qu'elle abrite. Elle doit aussi impérativement annoncer sa diversification économique et veiller à maintenir la sécurité de la population. Or, l'exemple récent des dramatiques incendies qui ont frappé les forêts du nord de la Kabylie joue plutôt en défaveur du gouvernement. 90 personnes ont perdu la vie et des milliers d'hectares sont partis en fumée dans les montagnes de Tizi Ouzou et de Béjaïa. Les scènes du désastre qui inondent les médias laissent le monde entier sous le choc. Très vite, une piste criminelle est étudiée par la police qui a enregistré près de 70 départs de feu coordonnés pour la seule journée du 9 août 2021.
Bien évidemment, cet événement effroyable retentit fortement auprès des populations, alimente un climat local de suspicion générale et crée des tensions avec les Kabyles. Les habitants exigent que justice soit rendue, que les pyromanes soient retrouvés, quitte à aller beaucoup trop loin. L'histoire tragique de Jamel Ben Smaïl, un jeune volontaire venu donner un coup de main pour éteindre les feux et lynché par une foule hystérique dans la cour d'un commissariat en Kabylie, a suscité une vague d'émotions mondiale. La justice a pris le problème au sérieux et elle déploie de nombreux moyens pour retrouver les pyromanes, ainsi que ceux qui ont participé à l'assassinat de Jamel. À l'heure où nous réalisons ce film, plusieurs dizaines de suspects ont été arrêtés et heureusement les incendies paraissent enfin sous contrôle. Mais la situation ne s'apaise pas pour autant car l'opinion se pose la question suivante. Pourquoi tout s'est-il aussi mal passé ? Pourquoi le pays n'était-il pas équipé du bon matériel ? Par exemple, d'avions bombardiers d'eau, les fameux Canadair, qui auraient permis de circonscrire plus rapidement les flammes, de sauver des vies et d'éviter des drames. Jusqu'ici, les investissements d'État ne concernaient que les infrastructures pétrolières ou gazières et le pays souffre du manque d'hôpitaux, d'écoles, de logements et de matériel de secours. Ainsi, le travail du gouvernement sur le plan de relance est-il rigoureusement suivi par l'opposition et les économistes qui reprochent également d'autres lacunes. Tout d'abord, il a été décidé de façon unilatérale par le gouvernement, sans consultation préalable avec les communautés locales qui s'en sentent exclues. Ensuite, il a été élaboré sur des données incomplètes, celles de 2019. Or, entre décembre 2019 et octobre 2020, la situation s'est considérablement dégradée et les données ne sont plus du tout les mêmes. Enfin, on reproche au plan en lui-même, c'est-à-dire aux documents qui matérialisent le programme, de manquer de clarté et de ne pas mettre en avant les actions prioritaires, ce qui contribue dans une certaine mesure aux difficultés pour obtenir des financements hors Algérie. Le FMI relève en outre qu'il serait plus juste de considérer le PIB hors pétrole afin de mesurer précisément la création de nouvelles richesses dans le cadre de la diversification des activités. Loin d'être pessimistes, les prévisionnistes qui s'intéressent à l'avenir de l'Algérie reconnaissent en elle un pays aux multiples atouts qui, s'ils étaient exploités correctement, rapporteraient chaque année près de 350 milliards de dollars. Mais pour réussir sa transition vers un nouveau modèle économique plus libéral, le pays va devoir d'abord panser ses plaies et soigner les maux qui le rongent depuis trop longtemps. L'enthousiasme généré au sein du gouvernement par le plan de relance de l'économie ne sera pas suffisant pour gagner la confiance de tous et rassembler des Algériens très divisés. La colère d'un peuple qui est mal nourri, mal soigné et mal logé est toujours aussi vive et se manifeste régulièrement dans les rues. Alors aujourd'hui, ce qu'attendent les peuples d'Algérie comme le reste du monde, ce sont des preuves. Si vous voulez en savoir plus sur l'Algérie, admirer le paysage de la baie d'Alger ou la cité antique de Djemila, rendez-vous sur le site de l'Office du tourisme d'Algérie dont vous trouverez le lien dans le descriptif. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à cliquer sur j'aime et à la partager autour de vous. Enfin, n'oubliez pas que le meilleur moyen de soutenir notre chaîne, c'est de vous abonner pour encore plus d'actualités, d'avis et de comparatifs. Et pour être sûr de ne manquer aucune opportunité d'investissement, rejoignez-nous sur notre fil Telegram. C'était Mounira Dar, à très bientôt.